Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce lendemain du 4 novembre pour le 71e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé le 4 novembre ? Pas grand chose, si ce n'est il y a 40 ans, la naissance de moi-même. Oui, j'ai basculé hier dans la dynastie des quadras avec pour l'instant très peu de conséquences. Mes cheveux n'ont pas brutalement repoussé à mon grand désespoir et celui de mon épouse et ma VMA n'a pas pris 4-5 points. Je pense qu'elle a même plutôt chuté au regard des entraînements de ces dernières semaines. Donc non, voilà, bascule dans cette tranche d'âge qui, je l'espère, me permettra de vérifier, vous voyez ce dicton qui dit qu'on se bonifie avec les années. Alors, à moi peut-être des PR, des chronos, des performances de haute volée, mais j'espère pouvoir courir le plus longtemps possible et puis vous proposer de nouveaux défis, de nouveaux invités. Alors on se donne rendez-vous dans 10 ans. Bon, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine sans aucune difficulté. En tout cas, je vous remercie pour vos retours suite à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 70, où j'évoquais justement ce pic de méforme. J'ai eu de nombreux messages des personnes qui sont venues vers moi. C'était un épisode un petit peu pas à cœur ouvert, mais vous voyez, sur les réseaux on a tendance à vouloir montrer souvent le bon côté des choses en occultant volontairement des aspects un petit peu plus négatifs. Et là j'avais envie de vous montrer que on est tous des êtres humains, on est tous des papas, des chefs d'entreprise, des mamans, des personnes qui ont des emplois du temps, on va dire parfois très compliqués, et greffer le running, même si c'est notre passion, c'est pas toujours très simple. Et j'ai eu un petit retour que je voulais vous livrer, celui de Daniel qui, à la suite de quelques échanges, me dit: c'est tout à fait cela, tu as en plus une belle approche de l'analyse de la performance, je t'en remercie ainsi que pour le reste. Je te suis depuis maintenant quelques temps et pour un mec comme moi qui est tombé fou amoureux du running bientôt 3 ans, c'est appréciable. Merci encore Seb et hâte d'écouter les prochains épisodes. Donc Daniel, un grand merci pour ton retour et merci à toutes les personnes qui ont pu justement sur les réseaux venir apporter un petit peu d'eau à mon moulin, comme quoi ce pic de méforme, il arrive à tout le monde, il faut l'accepter, il faut rebondir et ça vous permet de toute façon d'avoir un recul sur votre pratique, ce qui permet peut-être de ne pas en faire des montagnes. Ce sont des choses qui sont naturelles et qui vont nous arriver comme dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, donc la course à pied c'est exactement la même chose, encore plus peut-être pour ceux qui font du trail, qui sont habitués à ces montées et à ces descentes. Alors, en parlant de trail, de montée et de descente, je vais vous présenter mon invité du jour. Alors j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Diego Alarcón, qui est un coach, jeune coach, qui dispose déjà de 8 solides années d'expérience, avec une particularité, c'est que Diego a commencé par les sports de glisse. Il était donc un skieur, snowboarder, avant de basculer dans une pratique orientée sur le trail et sur le running. Donc depuis 8 ans, il encadre des athlètes de très haut niveau pour certains, des personnes novices également, des gens qui sont en train de se remettre au sport. Donc le coaching n'est donc pas destiné qu'à des sportifs de très très haut niveau. Diego a depuis 4 ans intégré l'entreprise Fartlek, qui a été créée donc il y a 10 ans par Christophe Mallardet. Alors dans cet épisode, nous allons évoquer ce qu'est Fartlek, dont la devise est de rendre l'extraordinaire possible. Je vous laisse méditer cette phrase. Par ailleurs, nos deux compères, Diego et Christophe, viennent de sortir un livre qui s'intitule Fit Run Challenge. C'est un défi de 100 jours à réaliser autour du renforcement musculaire et c'est le sujet de l'épisode, c'est comment on peut justement optimiser donc son entraînement en intégrant de façon très 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 ponctuelle mais avec une grande régularité le renforcement musculaire, quels en sont les bienfaits, quels en sont les bénéfices pour nos courses, qu'elles soient en trail ou sur route. Donc je vous laisse en compagnie de Diego Alarcón pour ce nouvel épisode avec invité du podcast À côté de mes pompes. Belle écoute à vous.
Bonjour Diego, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler entraînement, trail, mais également renforcement musculaire. Mais je vais te laisser te présenter et je voulais d'abord savoir comment tu allais parce que je sais que tu as subi de plein fouet les effets du Covid. Bonjour Seb, effectivement j'en sors tout juste. Bon ça va, j'écoute plutôt bien récupéré et puis il faut être patient. Voilà, je crois que c'est le mot, faut être patient mais déjà je te remercie de m'inviter sur ce podcast, c'est mon premier pour tout te dire donc très content de pouvoir partager ça avec toi. Bon, je pense que ça en amènera beaucoup d'autres. La plupart des invités que j'ai eus ont par la suite pris le virus du podcast. Donc, je souhaite que tu OK. puisses en faire d'autres. Alors, je vais te laisser te présenter, dire aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens Bien, et ce que tu fais. bien sûr. Écoute, je suis Diego, je suis entraîneur. Ça fait quasiment 4 ans que je travaille en collaboration avec Christophe Mallardet, donc sous l'enseigne Fartlek. 4 ans que je travaille avec lui. Ça fait un peu plus de 8 ans que je travaille en tant que entraîneur, coach sportif. J'ai démarré sur Lyon. Donc moi, j'habite à Valmorel, en Savoie. Pour les connaisseurs un petit peu, j'ai déménagé sur Lyon, passé un petit moment à Lyon, 8 ans voilà, le temps des études et d'avancer un petit peu sur tous mes projets sportifs. Et me voilà de retour dans les Alpes depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, un petit retour aux sources. Et c'est de là que je travaille en tant qu'entraîneur. Voilà, pour Fartlek depuis quelques années. Alors, tu es relativement jeune, Diego. Quel âge as-tu? Oui, exact. Ouais, 31 ans. Ouais. Un petit jeune dans le monde du trail. Ouais. Mais déjà 8 années d'expérience en tant qu'entraîneur. Comment c'est venu cette volonté d'entraîner en étant si jeune? Alors ça a commencé très tôt. Je vais pouvoir faire un peu lien avec mon parcours. Moi, je viens d'un sport de glisse de base qui a rien à voir avec les sports d'endurance. J'ai fait du snowboard étant très jeune, où j'ai pu performer entre guillemets un petit peu, en tout cas à mon niveau. Et c'est à l'âge de mes 17 ans que j'ai décidé de stopper, on va dire, cette rapide carrière dans le snowboard, dans le halfpipe plus précisément. Et c'est à cette époque-là, on pouvait passer ce qu'on appelait des monitorat fédéral. Donc, c'est des petits diplômes qui te permettaient de pouvoir encadrer au sein d'associations, et notamment dans mon club. Et ça a été mon premier job d'entraîneur, si je puis dire. J'avais 17 ans. Et donc, du coup, un peu le fait de transmettre un petit peu aux jeunes, ça a tout de suite, en tout cas, matché pour moi. Et j'ai continué un petit peu tranquillement dans les études. Après, je me suis orienté sur toute autre chose. Mais voilà, ça a été un peu le déclic, on va dire. Et par la suite, tu as découvert le trail où tu étais déjà, même en étant dans cette pratique des sports de glisse, à la montagne, donc les chemins de randonnée, la grimpette, comme on dit, c'était Ouais. déjà dans tes gènes et dans ton ADN. Alors, ouais, on en faisait pas mal. J'ai une famille quand même relativement sportive, donc du coup, que ça soit mon père, j'ai un de mes frères qui court beaucoup aussi, qui est entraîné d'ailleurs par Christophe depuis, qui a fait partie du team Salomon Espoir, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'on baignait déjà un petit peu dans cet univers. Moi, je le touchais de loin. C'était plutôt une, on va dire, du plaisir tout simplement, quoi. Pas de compète, pas de dossard. Et puis, en fait, c'est en descendant sur Lyon où j'ai accentué ma pratique perso dans un premier temps, à courir de plus en plus, et puis à m'intéresser à l'entraînement, un petit peu comme je passais les diplômes en même temps, donc je m'intéressais à comment on avance, comment on se prépare à une course, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir entraîner quelques groupes, et c'est comme ça que tout doucement, mon projet, on va dire, d'entraîneur endurance, trail running, course à pied, s'est construit et a avancé, quoi. Aujourd'hui, c'est ton activité principale. Tu Oui, n'exerces je fais. que Ouais. autour de cette activité d'entraîneur. Exactement, ça fait depuis que j'ai commencé avec Christophe que je ne fais, on va dire, que ça, c'est mon métier tout simplement. Mais à préciser quand même autour du e-coaching, on est sur de la planification à distance. Je travaille de chez moi, c'est-à-dire à Valmorel, avec des athlètes un petit peu de partout en France. Alors, en France, mais également en Suisse, puisque j'ai un de mes auditeurs, Stéphane, que je salue, qui m'a dit, mais Diego, c'est mon entraîneur. Donc, tu Ex- tu t'exportes également Exact. à l'international. Ouais,
on a, alors, je vais pas parler pour Christophe, mais à titre perso, j'ai eu quelques athlètes suisses, même plusieurs, et quelques-uns à l'étranger. Malheureusement, la barrière de la langue fait que je ne m'exporte pas encore trop loin, mais c'est top de pouvoir échanger avec des personnes de plus loin. Si, non, je dis une bêtise, j'ai une personne que je salue qui est en Nouvelle-Zélande, donc c'est des belles histoires. Alors, je sais que concernant Stéphane, il est relativement gourmand, donc il faut peut-être surveiller les placards. Mais après, je ne sais pas si ça rentre dans l'e-coaching. Si, ça rentre, on en discute un peu, même si j'aime pas prendre toutes les casquettes, on va dire, celle du nutritionniste, de l'entraîneur, etc. Mais on en discute, ça fait partie surtout sur l'ultra, ça fait partie du boulot, entre guillemets. Et quelles ont été finalement les différentes étapes pour arriver à cette légitimité au point de pouvoir entraîner et de te lancer finalement dans le coaching? Parce qu'au départ, tu l'as dit, tu as commencé avec des petits groupes, dans une association, dans un club, mais de basculer à une programmation, à des objectifs que des coureurs vont vouloir atteindre en venant te solliciter comme entraîneur. Comment tu as réussi à asseoir cette légitimité? Bah, il faut dire les choses. C'est relativement simple. On va dire la marche, la plus grosse marche que j'ai, c'est la rencontre. Enfin, la rencontre. C'est le fait que Christophe me dise un jour, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. J'aime bien ta façon de penser. Je pense qu'on peut essayer de travailler ensemble. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, ça a été un petit peu la discussion qu'on a eue. Pour expliquer un peu l'histoire, Christophe, on se connaît depuis un petit moment dans le sens où il a entraîné mon frère, il entraîne toujours mon frère, donc c'est comme ça que je l'avais rencontré. Et à une époque, à Lyon, j'ai passé le diplôme supérieur de préparateur physique. Et sur ce diplôme-là, il nous fallait une sorte de stage. Et j'avais contacté Christophe à l'époque pour lui demander s'il pouvait un peu me prendre sous son aile, m'expliquer comment il faisait pour amener des personnes de tout niveau à distance vers leurs objectifs. Et donc du coup, j'ai pu voir un petit peu sa façon de travailler, qui m'explique comment il fonctionnait. Et puis lui, il a pu voir aussi ma façon de penser un petit peu par rapport au coaching. Et c'est comme ça qu'on a eu une première approche. Après, on a fait un peu chacun nos vies. Il est revenu vers moi, ça devait être quelques mois après, pour me faire cette proposition. Et à partir de là, forcément, quand on a quelqu'un comme Christophe Mallardet, qui te prend un peu sous son aile, j'ai été bien aiguillé, j'ai été bien formé parce qu'on a passé du temps à discuter sur sa manière de fonctionner, de voir les choses. Et puis, moi, lui apporter en tout cas, si je peux dire, je suis plus jeune, une petite touche de fraîcheur, on va dire, avec des idées un peu nouvelles. Et on a pu faire avancer ensemble à partir de ce moment-là la marque, si on peut dire Fartlek, quoi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir des nouveaux contrats, des gens, enfin, recevoir des personnes de tout niveau, avancer avec eux, puis construire tout doucement, moi, mon expérience en tant qu'entraîneur, et grâce à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, c'est ce que j'allais te demander sur les profils de personnes que tu accueilles dans cette structure Fartlek. Qui sont-ils, ces sportifs ou sportives qui viennent vous solliciter? Est-ce qu'ils sont dans une phase de réathlétisation, d'une découverte peut-être du trail ou du running, ou est-ce que tu as, si je pense à Stéphane, des personnes chevronnées qui ont, donc c'était son objectif, la diagonale. Qui sont ces athlètes qui viennent vous chercher? Et justement, moi, ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est justement, je crois pas qu'il y ait un profil type. Il y a vraiment tous les profils. On parle de l'étudiant qui a beaucoup de temps pour lui, qui rêve de performance, qui rêve de gagner des courses, comme vraiment à l'opposé, papa je sais pas, 3 enfants, qui est patron d'une boîte, qui a peu de temps, mais qui a quand même ce projet Diag, imaginons. Donc, il y a vraiment tous les profils, tous les niveaux. Et l'idée, moi, à travers le coaching, ce qui me plaît dans ce boulot, c'est que il y a cette notion du coaching. Donc, quand on dit coaching sportif, c'est d'avancer vers des programmes d'entraînement. C'est le côté physio, la charge, etc. Donc, c'est tout ce côté théorique qu'on va amener. Et j'appelle plutôt ça, moi, de l'accompagnement, parce que c'est un réel accompagnement, en fait, finalement. C'est se retrouver avec des gens qui ont, comme tout le monde, une vie, des enfants, une copine ou un copain, et qui ont je vais pas appeler ça des contraintes, parce que c'est pas des contraintes, c'est la vie. Un boulot, des plages horaires à respecter, on va dire, dans la journée. Et donc, du coup, il faut s'adapter un petit peu à tout ça. Et on a vraiment donc des profils différents. À chaque fois que j'allume mon ordi et que je me mets sur leur drive,
J'ai une vie différente et c'est génial. Pourtant, parfois pour une même course, quoi. Donc, faut s'adapter un petit peu à tout ça. Et c'est plutôt un métier ouais, c'est de l'accompagnement à défaut d'être du coaching pur et dur pour moi, hein. Et quelle plateforme vous utilisez pour travailler à distance? C'est un outil comme Nolio, comme OptiTrainer? C'est quel outil? Alors, ben, non, on est old school, si on peut dire, avec Christophe, et ça me convient plutôt bien, et à Chris aussi. On travaille avec un doc Excel, hein, voilà, qu'on change. Là, on vient de le faire, un nouveau doc tous les ans. On essaie de le modifier, d'ajouter des petites touches différentes, des petits outils. L'idée, c'est d'être le plus proche possible aux sensations de l'athlète, que ça soit le plus simple, pour que l'athlète enfin que ce soit pas compliqué à l'issue de chaque séance pour rentrer un petit peu ses données. Donc ouais, on travaille uniquement à travers un petit doc via Google Drive. Voilà, pas d'appli. Pas d'appli pour le moment. Peut-être que Non, vous basculerez sur un système. peut-être un jour, hein. Oui. Ouais, faut jamais dire jamais, hein. Alors, en termes de préparation, tu disais avoir été pris sous l'aile de Christophe pour te former, pour te donner justement son expérience. Est-ce que tu Oui. penses que cette expérience-là, elle est, entre guillemets, plus crédible que les formations que tu as pu suivre au niveau de la Fédé ou les diplômes que tu as pu préparer? Est-ce que tu as appris plus au contact de Christophe que lors de ces formations? Euh, ouais, en fait, c'est totalement ouais, différent, je vais dire. Les formations, j'ai appris des choses standards, on va dire. Quand je dis standard, j'ai eu des formations sur des bases d'anat, de physio, de prépa physique. J'ai eu des intervenants tels que Guy Antanon, qui était l'ancien entraîneur de Jimmy Vico. Donc, c'est des choses qui ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui m'ont apporté, en tout cas, des bagages intéressants, et c'était enrichissant. Avec Christophe, on a vraiment tourné autour de Fartlek. Qu'est-ce que Fartlek? L'image de Fartlek, qu'est-ce qu'on on donne, qu'est-ce qu'on partage à travers le coaching Fartlek, et du coup, déjà, ça a matché parce qu'on était plutôt en phase. Donc, on va dire que c'était beaucoup plus orienté. Ben ouais, non, avec Christophe, c'est des discussions des heures et des heures qu'on a pu faire encore maintenant, hein, sur l'avancée de Fartlek, et on se complète un petit peu. Donc oui, c'est beaucoup plus enrichissant parce qu'on est dans le concret, quoi. Ce qu'on partage à nos athlètes tous les jours. Donc, ton expérience de presque 8 ans là, d'entraîneur te sert quand même pour aujourd'hui aborder des profils divers, hein, tu l'as dit, de personnes qui débutent à des personnes chevronnées. Est-ce que c'est plus difficile d'accompagner, c'est le terme que tu as utilisé, hein, cet accompagnement, d'accompagner quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui est déjà chevronné et qui est déjà, tu vois, ancré dans des habitudes, dans des séances, dans un rythme? Pour toi, quelle est la plus grande difficulté? Ouais, le plus dur, c'est d'avoir quelqu'un qui a, comme tu viens de l'expliquer, qui a ses habitudes, qui a déjà fait, en fait, qui a déjà un passif, qui a pu fonctionner. Imaginons quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner comme ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, mais il passe quand même le cap de se dire, j'ai quand même envie de prendre un entraîneur pour essayer d'aller voir autre chose. Mais c'est dur de venir casser un petit peu toutes ces croyances, parce qu'on a peut-être une manière différente de fonctionner, et de dire, ben non, on va essayer de faire comme ça, on va essayer de procéder comme ça. Et puis l'athlète, ben parfois si par exemple le truc le plus difficile, c'est d'avoir un athlète qui fait beaucoup de volume à la semaine, et de dire, ben non, on va essayer de réguler. Bon, bah l'athlète, il a l'impression de rien faire, il comprend pas pourquoi, parce que jusqu'à aujourd'hui ça avait plutôt bien fonctionné. Donc c'est vrai que parfois c'est pas évident, mais généralement si l'athlète il a passé le cap de faire appel à toi, c'est que déjà il a envie d'essayer. Donc l'idée, c'est d'échanger, en fait, d'être dans la communication, d'expliquer un petit peu pourquoi et d'essayer d'avancer au mieux. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors qu'un coureur néophyte qui commence, il a un peu des étoiles plein les yeux, quoi. Il a envie d'y aller. Et puis c'est du bonheur. C'est d'expliquer pourquoi on fait ça, comment on avance, etc. Donc c'est différent. L'approche est différente, ouais. Et est-ce que cette
distance, elle a pu être un frein pour toi à un moment donné. Est-ce que le fait d'être sur du coaching à distance, sur de l'accompagnement, ça a pu te poser justement quelques difficultés pour transmettre certaines choses avec les athlètes qui viennent te chercher? Ou est-ce qu'avec les outils type WhatsApp, les messageries, c'est relativement simple aujourd'hui d'échanger et de développer finalement cette accessibilité d'un entraîneur à des personnes qui sont pas forcément dans ta région? Oui, au début, ça n'a pas été évident. Au tout début, quand j'ai attaqué, on se retrouve devant un tableau où finalement, c'est notre principale interface d'échange. Et en fait, il faut arriver à percevoir tout ce qui a pu se passer à travers les mots. Et donc, en fonction de la personne qu'on a en face, il y a des personnes qui sont très expressives, qui expliquent tout, qui en mettent beaucoup, puis d'autres beaucoup moins. Donc, une petite phrase qui est censée résumer une séance. Donc, ouais, ça a été difficile, ça a été compliqué au début en tout cas pour arriver à comprendre, à, à échanger. Et en fait, je me suis rendu compte c'était de l'écoute, beaucoup d'écoute. Être à l'écoute de ses athlètes, mettre en place, avoir des outils qui nous permettent de voir si l'athlète va bien au fur et à mesure des semaines, etc. Et essayer d'avancer comme ça au fur et à mesure. Donc ouais, il y a eu vraiment au début, la compréhension des séances également. Comment on construit les séances, comment on les écrit. Pour nous, ça peut paraître simple, mais des fois, l'athlète, il peut passer à côté, une incompréhension, j'ai pas compris telle et telle donnée, etc. Donc, il y a un petit réglage toujours au début, en début de collaboration. Et quel type d'entraîneur tu es, Diego? Comment tu te définirais? Est-ce que tu es un coach un peu rustre, un peu dur? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de doux qui va faire passer les choses de façon assez sensible? Comment tu fonctionnes? Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ça, faut demander à mes athlètes, ça. Ça va Mais peut-être dépendre du profil de l'athlète, justement. Il y a peut-être ouais, différentes facettes en fonction des personnes. bien sûr, ouais. Déjà, il y a clairement de ça. Après, je crois que j'essaye en tout cas d'être assez juste. Des fois, faut être capable de dire quand ça fonctionne pas ou ouais, quand il y a des choses à dire que l'athlète n'a pas forcément envie de les entendre. Faut pas dépasser en fait le rôle de entraîneur, entraîné. Le fait d'être à l'écoute, on peut passer un peu le cap des fois et être un petit peu plus euh, familier et un petit peu plus proche. J'ai des athlètes, ça fait plus de 4 ans avec qui je travaille, donc on se connaît très bien. Je connais leurs problématiques, ce qu'ils ont pu traverser, les choses un petit peu, voilà. Donc du coup, il faut arriver à redescendre, à garder un petit peu l'idée. Je suis là pour te dire ce que t'as pas forcément envie d'entendre à l'issue des courses que t'as bâchées, par exemple. Et c'est pas toujours évident. Mais ouais, essayer d'être juste, c'est ce que j'essaye en tout cas. Alors, moi, ce que j'évoquais là dans le dernier épisode, c'était les pics de méforme. On a tendance à toujours vouloir tendre vers un pic de forme. Là, moi, je suis plutôt dans un pic de méforme, donc à l'opposé. Comment tu fais, toi, quand tu es face à un athlète qui, par exemple, si c'était moi, comment tu vas lui infuser le fait que ce pic de méforme, il va comme un pic de forme finir par s'estomper et ça va remonter tranquillement? Quels seraient tes mots et comment tu gères sur une année justement cette planification? Est-ce qu'il y a un gros bloc d'entraînement sur l'hiver? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont déjà définis avec tes athlètes? Comment, dans cette pédagogie, tu peux accompagner tes athlètes qui, comme moi, viendraient à connaître une période un petit peu moins glorieuse, je dirais? Ouais. Bah alors en fait, je pense qu'il y a un truc que pas beaucoup, enfin que personne fait, c'est à l'approche d'une saison. Bah, imaginons là, on va se projeter sur 2022. C'est un peu ce que tous les athlètes font. On est un peu dans la période un petit peu creuse où il y en a beaucoup qui sont en récup, sauf ceux qui vont vers, je sais pas, l'Hivernal des Templiers, la Saint-Élion, etc. Mais voilà. Donc on est dans une phase où on se projette sur 2022. Moi, quand mes athlètes, ils m'envoient leurs envies et leurs objectifs pour 2022. Déjà, souvent, il y en a quand même un peu de partout parce qu'entre les courses qu'on a vraiment envie de faire, les courses que les potes, ils ont dit non mais faut que tu viennes, tu verras, c'est génial. Les vidéos qu'on a vues, ah ouais, ça a l'air d'être une super ambiance. Bon bref, en fait, il y a vraiment des courses un petit peu de partout. Moi, l'objectif, c'est déjà c'est de regarder où c'est qu'on récupère. À défaut de dire où c'est qu'on veut être en forme, à quel moment dans la saison on va pouvoir couper et récupérer. En fait, il faut s'imaginer qu'à l'intérieur d'une saison, d'une grande saison de 2022, on va faire 1, 2, 3 saisons par exemple. Donc 3 petite saison où on va fixer un objectif
celui qu'on met en rouge, en gros. Hein. Et après ça, on va avoir une récup, une assimilation de 2 semaines, 3 semaines. Si on fait de l'ultra, ça peut être un petit peu plus. Et ça nous permettra du coup de pouvoir ensuite repartir avec de la fraîcheur, avec de l'envie, sur un nouveau cycle. Et par exemple, aller chercher le deuxième objectif qui lui est fin août, par exemple, si on avait un premier objectif en mai ou avant. Et repartir avec de la fraîcheur, avec de l'envie. On amène souvent cette notion physique. Hein, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois bien musculairement, mais je crois que dans l'ultra et dans le trail, il y a surtout la dimension mentale. Il y a un moment donné, il faut être disposé à repartir à l'entraînement, il faut avoir envie d'aller se balader, faire des séances, etc. Et donc, ouais, je pense que le premier objectif quand on prépare une saison, c'est de se dire, OK, je veux être en forme là, mais il faut vraiment que j'identifie plusieurs phases de récupération. Donc ça, c'est quelque chose que tu intègres dans tes saisons et également dans les semaines après les séances pour pouvoir enchaîner, monter en charge progressivement. Oui, bien sûr. Après, on a les principes de l'entraînement, de faire des montées en charge, des semaines de récup, d'assimilation, la surcompensation, etc. On avance progressivement. Ça, c'est de l'échange avec l'athlète, en discuter, expliquer un petit peu ma vision de l'entraînement, dire ben voilà, il y a tel objectif, on va essayer d'y aller comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, tout ça, encore une fois, c'est de la théorie dans le sens où il y a ce que j'imagine faire en début de saison avec l'athlète, que je lui explique, et puis il y a la réalité. La réalité, elle est confrontée à déjà, je sais pas moi, les stress qu'il va vivre en plus du sport, le boulot, la famille, etc. Et tout ça, ça va influer sur l'entraînement, et donc on va s'adapter. Donc finalement, un plan qui est imaginé en début de saison, à 300%, il sera modifié au cours de la saison parce qu'on devra s'adapter. Il y a des pics, il y a de la fatigue qui va arriver alors qu'on n'avait pas forcément prévu, des séances qui passeront moins bien. Et l'idée, c'est de s'ajuster au fur et à mesure pour être le plus proche possible des sensations de l'athlète. Et donc, d'arriver avec le plus de fraîcheur possible le jour J, même si on a modifié un petit peu la trame qu'on avait imaginé faire. Donc le stress, ce que tu disais, c'est quelque chose qui nous impacte aujourd'hui dans nos sociétés et encore plus peut-être avec cet épisode Covid que l'on vient de traverser. L'aspect mental, vous avez dans votre équipe chez Fartlek des personnes qui peuvent travailler avec ces sportifs qui viennent vous solliciter, ou vous avez vous-même des capacités à les accompagner sur cette préparation mentale qui aujourd'hui prend tout son sens avec ce stress induit par cette pandémie, et de plus en plus de personnes, on va dire, amateurs, comme je peux l'être, font appel à des préparateurs mentaux pour les accompagner de la meilleure des façons. Et c'est un entraînement, comme un entraînement du corps, je dirais. Bien sûr, ça a une part plus qu'importante dans la course à pied, dans la gestion de l'entraînement au quotidien. Pour que tout, faut trouver l'équilibre avec la famille, le boulot, tout. Faut que ça soit un équilibre. Le sport, ça reste une notion de plaisir, quelque chose en plus, même s'il y a un vrai projet derrière où on s'implique, mais il faut trouver ce juste équilibre. Et donc, ouais, pour cette notion, pour revenir à ce que tu disais, alors moi, j'ai pas les compétences pour pouvoir avancer sur de la prépa mentale avec mes athlètes. Et s'il y a un truc que je déteste faire, c'est prendre les casquettes entre guillemets des autres. Je suis pas nutritionniste, je suis pas kiné ni préparateur mental. Et j'incite tous mes athlètes à se construire, on va dire, un réseau de personnes de confiance, des gens avec qui ils souhaiteraient travailler, ils pourraient avancer sur différents points. Nous, sur le côté mental, il y a Christophe qui a quand même passé un DU sur l'accompagnement mental. Donc, moi, il m'arrive, en tout cas, à la demande de certains de mes athlètes, de les envoyer vers Chris pour qu'ils puissent un petit peu échanger. Puis après, c'est vraiment leur truc. Ils font ça ensemble. Et on travaille aussi avec Amandine Ferrato de temps en temps, qui, elle aussi, avance sur différents points, voilà, autour du mental. Donc, ça nous permet d'avoir des personnes de confiance avec qui travailler et d'avoir, on va dire, une équipe où on peut proposer des services différents. Ça reste un petit peu en plus. Moi, c'est important de travailler avec des gens avec qui j'ai confiance, quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. Est-ce que tu penses que sur une épreuve, quelle qu'elle soit, que ce soit un 5 km, un 10 km sur route comme je peux les faire, ou sur des personnes qui réalisent des grandes aventures sur trail, le mental, à un moment donné, va être le facteur qui va faire flancher l'athlète
parce que tu sais toi-même que sur un plan physiologique, il avait encore le carburant pour avancer plus loin. Est-ce qu'il y a vraiment cette différenciation entre le corps et l'esprit cet esprit peut lâcher à un moment donné et va couper les jambes, mais vraiment physiquement à l'athlète. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu as vues au fur et à mesure de tes débriefs de course avec les athlètes, où la personne te dit, bah là, la tête, elle était plus là et j'ai lâché? Bien sûr. Bien sûr, que ça soit à travers les courtes distances, je sais pas, on va parler d'un 5 bornes, un 10 bornes, le mental, on va le voir si en tout cas on a imaginons on se met au départ d'un 10 bornes et qu'on a cette envie de perfer et d'aller faire un record, par exemple, de son père, la notion de mental, on va la retrouver dans l'engagement, quoi. Il y a être capable à un moment donné, quand c'est dur et que ça fait mal, d'arriver à aller pousser un petit peu le curseur et d'aller chercher cette perf. Ça, c'est quelque chose qui est hyper dur, hein, de se rentrer dedans, arriver à se rentrer dedans et à se faire mal, comme on dit dans le jargon, pour aller chercher ce petit plus, quoi. Donc, à travers les courtes distances, ça va être le travailler là-dedans, ou même dans les séances d'entraînement, hein, une séance de 30-30, d'être capable d'aller chercher des intensités élevées, et puis certains qui sont plus dans un petit peu plus toujours dans cette notion. Les gestionnaires, j'appelle en rigolant, c'est rester un peu dans le contrôle, pas trop sortir de ses zones de confort. Et puis à l'autre côté, dans l'ultra, pour moi, le mental, il a une part mais énorme. Quelqu'un de prêt physiquement, le plus fort physiquement, si mentalement il n'est pas prêt à aller, je sais pas, sur cette diagonale des fous, il bâchera à 300% avant mi-course, quoi. Alors que quelqu'un moins entraîné physiquement, peut-être moins fort, mais qui par contre a créé un process au niveau prépa mental de tout ce qu'il va pouvoir vivre, traverser, son hydratation, tous qu'il a un petit peu anticipé, fait vraiment un travail poussé au niveau mental, mais il ira au bout, c'est sûr. Donc oui, pour moi, le mental, il a un poids énorme, surtout quand on part sur l'ultra. Et la part, finalement, tu le disais, hein, de l'hydratation, de l'alimentation, tu l'estimes à combien par rapport à l'entraînement? Si on prend une jauge à 100%, quels sont les bons ingrédients à mettre pour que la course soit réussie? L'entraînement physique, on l'a déjà abordé par rapport aux séances. On le verra hein, sur le deuxième pan de cette interview avec ce livre que tu vas également nous présenter autour du renforcement musculaire. Mais entre le physique, le mental, l'hygiène de vie, la récupération, c'est tout ça qu'il faut mettre pour réaliser une bonne course? Ouais, c'est un tout, hein. C'est un ensemble. On peut pas, on peut pas tricher. Ça serait trop beau et trop facile. Mais oui, c'est un tout. C'est une hygiène de vie. Il y a le côté. On voit souvent, on amène ça, d'ailleurs tout le temps que la dominante physique, quoi. S'entraîner, aller à l'entraînement, etc. Ouais, c'est sûr, c'est bien. C'est déjà la première marche. Mais après, il y a tout le reste. Bien manger, prendre soin de soi, la santé. Et puis, il y a vraiment le côté alimentation, hydratation pendant la course. Mais malheureusement ou heureusement, ça se passe pas que autour de la course. Il y a tout le reste, hein. Avant, pendant, après. C'est tout un suivi. Et maintenant, j'ai l'impression que ça rentre. Les gens font de plus en plus attention et le comprennent. Je pars sur un ultra, je vais passer X heures dehors. Je suis conscient que mon alimentation de la vie de tous les jours, elle sera importante pour déjà tenir l'entraînement, avoir une bonne capacité de récup et pouvoir aborder le jour J du mieux possible. Mais pour ça, voilà, également, moi, je suis accompagné de personnes compétentes dans ce domaine, en tout cas en ce qui concerne la nutrition, l'hydratation. C'est un peu ce que j'avais évoqué également dans un tout premier épisode, donc il y a plus d'1 an maintenant, où je m'étais un peu penché sur les personnes qui autour de moi m'accompagnent, que ce soit un podo, un diététicien, une sophrologue, le kiné bien évidemment, l'ostéopathe. Et je pense que même si on est amateur, comme tu le disais tout à l'heure, on peut se constituer un staff. Moi, je m'appelle le coureur lambda parce que je fais partie de ceux qui écument la plupart des pelotons. N'étant pas sur un podium, n'étant pas dans les top 10 régulièrement, peu importe, mais à notre niveau, de se lancer des défis, de remplir ses objectifs, avec un staff, c'est parfois quand même un petit peu plus facile. Bien évidemment, les grands champions ont des team managers qui vont gérer tout ça pour eux, mais
on peut même dans nos vies respectives trouver justement des personnes pour nous accompagner. Et là, l'entraîneur va pouvoir finalement déléguer et peut-être rentrer en contact avec un physio, un ostéo pour Bien sûr. voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que tu as déjà eu ces discussions avec peut-être un athlète et quelqu'un qui aurait fait partie de son staff pour dire bah là voilà, j'ai vu ça à l'entraînement, ça il y a ça qui fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez peut-être agir sur cet aspect-là ou ça reste on va dire dans le secret de l'athlète? Non, 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 bien sûr. C'est tout le temps ça. En fait, c'est tout le temps qu'on échange sur tous ces points-là. La course à pied, le trail, ça reste un sport traumatisant. Il y a quand même souvent cette notion de bobologie. J'ai un peu mal là, j'ai quelques tensions ici. Euh, Moi, on va dire que je peux donner quelques conseils, mais encore une fois, je suis ni ostéo, ni kiné, et moi, je me décharge. Et franchement, j'assume complètement de le dire. Je me décharge dès qu'il y a un bobo. Je dis non, mais enfin, déjà je suis à distance derrière un écran, donc tu me dis que tu as un petit peu mal là ou là, je peux pas. C'est difficile pour moi de pouvoir te dire ce que tu peux avoir. Donc, va voir des personnes compétentes. Après, j'ai été dans ce cas-là en tant que coureur, quand on a l'habitude de s'entraîner X fois par semaine, qu'on aime ça, que c'est notre sport, bah, dès qu'on est blessé, on est un peu tous pareils, hein, on est stressé, frustré, on a envie que ça se passe vite, de vite guérir, on a l'impression qu'on stoppe l'entraînement, qu'on va tout perdre, etc. On est tous passés par là. Mais bon, bah, faut accepter d'être patient, hein. Parfois, voilà, ça se passe pas comme prévu. Ça arrive à tout le monde. Donc, il faut prendre son mal en patience, mais faire les choses bien. Et pour faire les choses bien, eh ben, il faut avoir des personnes de confiance vers qui se retourner, que ce soit un kiné, un ostéo, voilà, et pas jongler d'ostéo en ostéo parce qu'il y a les copains qui ont dit ah, moi j'en connais un super et une semaine après ah, non mais moi c'est un autre machin, tu verras il est génial. Et finalement on passe son temps à voir des spécialistes. Non, il faut se recentrer sur soi et se construire un petit peu son petit réseau qui nous accompagne tout au long de ce que j'appelle notre projet trail, hein, qui peut durer X années, mais voilà, avoir des personnes de confiance. Et en plus de ça, c'est comme ça qu'on va construire son expérience et puis qu'on va se construire soi-même, hein, autour de la course à pied, du trail, de son projet endurance, en ayant des personnes de confiance qui nous aident à avancer tout au long de ce projet. Alors, tu parles de projet, justement. Un projet, c'est pas quelque chose qui va être sur du court terme. On est plutôt sur du long terme. Quelqu'un aujourd'hui qui dit, Diego, l'année prochaine, je veux faire un ultra. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ouais. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment couru et qui serait dans cette envie d'aller vers un ultra. Tu vas le tempérer, tu vas lui dire, on va peut-être gravir les marches petit à petit pour pas te cramer. C'est un peu la Bah, tendance, hein. Le bien sûr, trail se ouais. développe, on a ce que j'appelle cette surenchère à la longue distance, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ouais. Comment tu le gères, toi, face à ce profil de personnes qui viendraient te contacter pour ce type de défi, vraiment très, 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 très grand? Bah, ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un peu un fléau. Enfin, c'est un peu comme si la finalité de la course à pied du trail était forcément l'ultra. Il y a des athlètes qui n'ont jamais sur de l'ultra, mais qui sont tout autant épanouis à travers des formats marathon, à travers des formats plus courts même, hein, qui aiment la notion d'engagement, etc. Donc, faire la Diag, l'UTMB ou peu importe le Tour des Géants n'est pas la finalité de tout projet de coureur, en tout cas trailer. Enfin, c'est pas évident à gérer, d'autant plus. En plus, les réseaux, ça fait mal pour ça parce que bon bah par exemple après l'UTMB, les vidéos de l'UTMB, faut se le dire, on est à la maison dans son canapé tranquille. Il y a la vidéo de récap de l'UTMB qui tombe. Bah, ça fait rêver quoi. Ça fait rêver. Il y a de l'ambiance de fou. On se dit ouais bah moi je veux faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire ça. L'année prochaine, je m'inscris à une course quoi. Et puis généralement c'est là qu'on tape dans Google coaching trail et qu'on envoie une demande aux différents sites qu'on trouve. Et, euh, et c'est souvent comment dire, des élans de motivation à travers voilà, des vidéos autres. Et du coup, le premier entretien qu'on a avec les athlètes, il est hyper important, que ce soit moi ou Christophe.
c'est juste de voir si qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok, il y a un premier contact, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est hyper important de pouvoir échanger. Quel est le projet? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et surtout, à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été ton expérience? Ça veut pas dire que faut avoir forcément de l'expérience pour collaborer, faire une collaboration coaching, mais juste que ça soit cohérent où j'ai été, ce que j'ai déjà fait, ce que je souhaiterais faire, et puis mon projet à court terme, moyen, long terme. Est-ce que je suis pas trop gourmand et tout? Donc on va dire, c'est le but de ce premier entretien, c'est de juste poser un peu les bases et de voir si déjà il y a une cohérence dans tout ça avant même de pouvoir commencer, quoi. Donc ça demande quand même un relationnel et on va dire un petit entretien, pas d'embauche, mais de sélection pour voir si la personne est suffisamment motivée. Est-ce que la motivation sera suffisante pour aller jusqu'à ce défi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un partenariat, un accompagnement avec un athlète parce que ça ne collait pas avec ce que vous pouviez lui proposer? Alors, je sais pas si on peut dire refuser. Je crois qu'en fait, en raccrochant, que ce soit l'athlète ou moi, on sait que, en fait, la discussion, elle est hyper importante. Et finalement, des fois, on arrive au bout de l'échange et l'athlète de lui-même, il se dit, OK, bah, merci pour l'échange, c'était top. Mais je me rends compte que finalement, peut-être que j'ai été peut-être un peu gourmand ou peut-être que mon projet, il est pas, je vais continuer d'y réfléchir ou je vais continuer de courir un petit peu de mon côté. Et c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, c'est jamais, il y a un beau projet et puis, bon, non, mais ton profil m'intéresse pas ou ça m'intéresse pas. Non, non, c'est jamais dans ce sens-là. C'est plutôt issu de la discussion. On se rend compte que, ben, voilà. L'idée, en fait, c'est surtout ça de ce bilan, de se prendre, parce que c'est un bilan, c'est un peu un bilan de, je vais pas dire un bilan de compétences, mais de pouvoir échanger, on prend quasiment entre une demi-heure et une heure sur ce premier entretien, et c'est vraiment de balayer un petit peu tout, quoi, même la vie un petit peu pro perso, le temps à dispo du potentiel coaché, les objectifs, est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça, et que moi je puisse tout de suite donner mon avis avec un premier échange, et dès ce premier échange, je veux dire, et donc du coup, ben voilà, ça débouche ou pas sur une collaboration. Mais voilà, c'est pas forcément un refus, hein. C'est plutôt on raccroche en étant conscient l'un et l'autre que ouais, il y aura pas forcément de suite, quoi. Alors, je vois sur votre site, votre devise, c'est de rendre l'extraordinaire accessible. Alors, au niveau de chacun, que ce soit pour une première course, pour un ultra, ça, c'est votre credo, de pouvoir mettre vos compétences, votre expérience au service de personnes qui, comme moi, viendraient à se lancer dans le trail. Est-ce que c'est que le trail ou est-ce que vous accompagnez des personnes qui réalisent des courses sur route type 5, 10, semi-marathon? Non, j'ai des cours de route. Là, on rentre dans la période d'hiver. Il va y avoir les crosses. Donc, non, bien sûr, hein, c'est de l'accompagnement, les courses à pied, trail running. J'ai quelques athlètes qui font qui croisent aussi avec un petit peu de vélo. J'en ai un qui a fait Bikeman Portugal il y a pas longtemps. J'en ai un autre qui va faire Gravelman c'est Saint-Trope, je crois, qui est en décembre. Donc, ça nous arrive de faire d'autres aventures. En fait, j'appelle ça des aventures, moi, des projets, des aventures. Ils arrivent avec leurs envies, leur objectif, et ça peut être, ben voilà, de battre son record sur 5, 10 ou semi ou marathon, et d'autres juste de faire une traversée en vélo, à pied. Donc, l'extraordinaire accessible, c'est leur apporter un petit peu notre vision de l'entraînement et d'être le plus juste possible en les accompagnant au mieux autour de leur projet, en prenant en compte, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, euh, tout ce qui gravite un petit peu autour de ce projet, les contraintes pro, perso, etc., quoi. Et Quand on donc, voit, par exemple, ouais, vas-y, excuse-moi. je te laisse développer. Là, quand là on vient de faire la Diag, quand on imagine le projet Diag, on dit souvent j'ai un projet perso, c'est de faire la Diag. Pour moi, c'est tout sauf un projet perso. La Diag, c'est un investissement de plus d'1 an.
c'est expliquer à ses enfants pourquoi le dimanche, au lieu de regarder des téléfoot tranquille dans son canapé, on va faire 3 heures et qu'il pleut et machin. C'est rentrer tard le soir, un petit peu plus tard le soir parce qu'on s'entraîne. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est un projet perso, mais non, c'est un projet collectif, c'est un projet famille. Si on vit en tout cas avec sa femme et ses enfants, ils vont suivre ce projet et cette année de préparation. Et puis le jour J, ils seront là, quoi. Donc du coup, c'est arriver à faire comprendre un petit peu ça et à accompagner au mieux les athlètes à travers ce projet qui est tout sauf un projet perso, qui est un projet beaucoup plus vaste que ça, quoi. Alors tu le disais, c'est une aventure. Le nom Fartlek, ça a été un choix de Christophe. D'où il vient? Est-ce que c'est que dans vos programmes, il y a beaucoup de séances de Fartlek? Alors, faut savoir que moi, ça fait 4 ans que j'ai rejoint l'entreprise Fartlek, mais ça fait plus de 10 ans que Fartlek existe. Donc, c'est Christophe qui avait choisi ce nom, hein, il y a 10 ans maintenant, un petit peu plus de 10 ans. Fartlek, c'est en référence clairement à cette méthode d'entraînement, hein, des années 60. Ça vient d'un Suédois, il me semble. L'idée, c'est une pratique, c'est une pratique d'entraînement, c'est de la variation d'allure, on pourrait dire à l'envie, jouer en fonction de son terrain, et ça correspond un petit peu tout simplement à cette idée qu'on a du coaching d'avancer et d'évoluer en fonction de son terrain de jeu, parce qu'on n'a pas tous le même terrain de jeu, hein, et avec cette notion de feeling et de ressenti qui sont hyper importantes à travers, enfin nous en tout cas, son véhicule et ce qu'on essaie d'amener avec Fartlek Coaching, quoi. C'est ce que disait Éric Lacroix, que j'avais reçu également et qui m'avait indiqué cette nécessité aujourd'hui de travailler peut-être au ressenti. Il me dit: Sébastien, tu verras, enlève ta montre et essaie de voir quand tu accélères, quand tu changes de terrain, quand ça monte, quand ça descend, d'être vraiment au plus proche de tes sensations. Ce sera bien plus pertinent, notamment sur des épreuves, je pense, de très longue distance, que d'être fixé sur sa montre et sur son allure. Et aujourd'hui, c'est ce que vous prônez également, de ressentir et d'être à l'envie finalement. Ouais, bien sûr. Moi, je respecte vraiment, totalement tous ceux qui, à l'inverse, travaillent vraiment sur de la donnée, en tout cas sur des données précises, que ça soit cardio, hein, parce qu'on parle beaucoup de cardio en trail, hein. L'allure, c'est surtout, la VMA, c'est à plat, quoi. Mais moi, en tout cas, à titre perso, là, je veux parler pour moi et pas pour Chris, même si on est totalement d'accord. Mais voilà, moi, l'idée, c'est de pouvoir avancer en mettant de côté un petit peu tout cet aspect technologie, les montres, les réseaux qui font Strava, etc., les coms et tous ces trucs qui quand même ont fait un peu de mal à chaque coureur, quoi. Où un footing cool se transforme vite à essayer de choper tous les coms du quartier parce qu'il y a les copains, sinon ils vont se dire putain, tu t'es traîné, quoi. Donc des fois arriver à sortir un petit peu de ça, et si on a besoin, ne carrément pas prendre sa montre et être focus sur soi, quoi. Qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, comment je cours, comment je respire dans tel et tel boss. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître finalement. C'est ça la course à pied pour moi. Et sans avoir justement toujours ce regard des réseaux, hein. C'est vrai que ça peut perturber, ça peut même faire des dégâts par rapport à des blessures parce qu'on a voulu aller trop vite sur cette séance-là, ayant vu le copain, comme tu le disais, chasser les coms. Là, j'étais en coupure entre guillemets pour un petit mal de dos. Sur la reprise, j'ai osé marcher pour preuve qu'on peut courir, mais prendre un peu de plaisir tout en étant, on va dire, dans le mouvement pour ne pas rester justement sur cette petite blessure lombaire qui m'a éloigné de l'entraînement quelques jours. C'est des choses que tu préconises aussi, d'être dans ce mouvement, de bouger, d'être toujours dans l'action et de pas s'encrouter, entre guillemets? Bien sûr, la marche, il faut apprendre à aller doucement. Je crois que c'est le plus dur en fait à l'entraînement, ça. Tout le monde est capable de faire de la VMA, d'apprendre à courir vite. On a l'impression qu'on progresse, etc. Mais
faut apprendre à marcher, à aller doucement et enfin voilà, faut amener cette notion d'économie d'énergie dans cette bosse. Si j'ai envie d'arriver en haut sans avoir dépensé trop d'énergie, comment je monte? Je marche, comme j'apprends à marcher, j'apprends à me gérer. J'ai trop vu des personnes qui, par exemple, préparent des ultras et qui passent leur temps à courir, alors que finalement, le jour J de cette course, en pourcentage sur la compète, sur leur temps horaire, combien de temps ils vont courir versus le temps qu'ils vont marcher. Donc là, à un moment donné, il faut se dire, je pense que tu vas quand même marcher beaucoup plus que ce que tu vas courir. Il faut apprendre à marcher. Mais ça, le trailer, il est un peu, je vais dire, je dis ça avec le sourire, un peu orgueilleux, dire que je suis et moi, je dis, faut que tu te transformes en randonneur. Personne n'a envie de se transformer en randonneur. Mais pourtant, c'est ce qui servira le plus pour être finisher d'un UTMB ou d'une diag, d'être un fort randonneur. Mais ça, c'est dur à accepter et de l'entendre, de se dire, je m'entraîne, je me prépare pour être un fort randonneur. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait être pour arriver au bout de cette diag et y arriver dans de bonnes conditions, quoi. Alors, en plus de la marche, je pense qu'il y a d'autres aspects. Là, je dérive tranquillement vers un autre aspect qui m'a conduit à vous contacter, Diego et Christophe, pour venir échanger sur le podcast. C'est le renforcement musculaire. Vous êtes donc les co-auteurs donc d'un livre qui s'appelle Fit Run Challenge, 100 jours. Alors, c'est un challenge à tenir pendant 100 jours pour se renforcer. Alors, je te laisse le présenter. C'est ça, bien sûr. C'est ça, 100 jours. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça a été testé et approuvé, on va dire. On l'a fait. La petite histoire, c'est qu'on l'a créé l'année dernière. D'ailleurs, il y a le côté un petit peu sympa, c'est que c'était hier. Ça faisait 1 an hier. Donc, on avait mis en place ce défi sur 100 jours. Alors, je vais le dire, l'idée, on était au téléphone avec Chris. On avait besoin, via cette période qui a été un petit peu compliquée, d'avancer et que nos athlètes, on va dire, s'inscrivent dans un projet à long terme, mais il fallait pas qu'ils en sortent trop rapidement, quoi. Donc, on s'est posé des milliards de questions, comment l'aborder, le renfo, combien, le temps de séance, etc. Puis ça a abouti, voilà, sur ici, on faisait pas 100 jours de renfo. Moi, mon premier truc, j'ai dit, putain, 100 jours, Chris, c'est long. Et puis finalement, en fait, c'est pas mal, on va avancer. On a avancé sur ce projet. Et puis, voilà, 15 minutes. Il y a quelques séances beaucoup plus longues. 15 minutes, grosso modo, par jour. Et on a avancé sur ce beau projet qui est ce livre. Voilà, aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir proposer ce support qui servira, j'espère, pour beaucoup. Alors, c'est du renfo, du trail, mais c'est pour tous les coureurs. C'est-à-dire que c'est ce renfo trail que l'on peut faire quand on prépare une saison pour être costaud, pour être vraiment renforcé pour les courses à venir. Mais ça s'adresse à toutes les personnes qui pratiquent le running, que ce soit des trailers ou des coureurs sur route. Bien sûr, ça s'adresse vraiment à tous les coureurs, tout niveau. Nous, on a beaucoup de coureurs qui ont fait ça en famille, donc du coup avec leur femme qui par exemple ne fait pas forcément de course à pied. On a vraiment cette notion de PPG, donc préparation physique générale, avec des exos traditionnels type des squats, etc., qu'on pourrait trouver dans n'importe quel programme de renfo. Donc il convient vraiment à tous, même si bien sûr il est orienté. Plus on avance dans le livre, il y a quand même une progression autour de ce livre, autour des séances, au fur et à mesure des séances, et on amène un petit peu au fur et à mesure de PPS, donc des notions plus spécifiques à la course à pied. Et il y a vraiment cette notion de progression. Donc, faut pas passer du J1 à J99. C'est avancer au fur et à mesure. Alors, si on est joueur, c'est de faire le programme jour par jour, les 100 jours, les enchaîner. Il y a des phases de récup, il y a des étirements, il y a des jours d'étirement. Enfin, voilà, il y a des jours où on va travailler la respiration, on va faire pas mal de choses. Et il y a des tests. Et on peut aussi prendre ce bouquin et le faire un petit peu plus cool, c'est-à-dire se mettre 3 à 4 séances par semaine et avancer aussi progressivement au fur et à mesure, quoi. C'était la question de Nadia, une auditrice qui demandait justement combien donc de séances à faire par semaine. Est-ce que en termes de renforcement, il vaut mieux sacrifier une séance de course pour faire une séance de renfo ou de le distiller comme le préconise votre ouvrage, 15 minutes par jour? Est-ce que c'est mieux?
Bah ouais, je trouve que ce format, il fonctionne bien. 15 minutes, concrètement, c'est pas long, quoi. On va se faire un petit footing, on se fait 40 minutes, on rentre, on prend son tapis, on fait 15 minutes. Ben voilà, tout rentre dans une heure. À défaut d'avoir fait une heure de footing, voilà, on a optimisé un petit peu son temps. On a fait ces 40 minutes endurance très cool et on va rajouter 15-20 minutes de renfo. Bah, on a optimisé cet entraînement, en tout cas ce créneau d'une heure qu'on s'était calé dans notre semaine. Après, l'idée c'est pareil, c'est l'année dernière, ben il y avait pas de compète, il faut le prendre en compte quand même tout ça. On était dans une situation assez particulière, donc du coup nous on a pu avancer sur un programme de 100 jours. Et là, la différence, c'est que les cours sont repris. Il y a les crosses, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc forcément, le programme 100 jours, il peut être compliqué à mettre en place avec toutes les échéances qui peuvent tomber. Même si on est quand même dans une période assez creuse au niveau compète, mais il y en a quelques-unes. Donc en fait, il faut quand même s'adapter, voilà, par rapport à ce qu'on a prévu de faire sur l'hiver, s'il y a des compètes ou pas. Et donc, en fonction, distiller un petit peu les séances de renfort à travers les semaines, 3 séances cette semaine, 4, puis 2 si jamais il y a une compète qui arrive, etc. Arriver à jongler un petit peu comme ça. C'est ce que je te disais, Diego, en off, ayant été donc stoppé par ce mal de dos. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, comme tu le disais, sur cette période du confinement. Étant enseignant, j'étais 100% en distanciel et à la maison. Donc, j'avais tout loisir de caler mes séances de course, donc dans ce périmètre d'1 kilomètre et dans la limite d'une heure, et puis du renforcement musculaire tous les jours. J'en ai senti d'énormes bénéfices au sortir du confinement. Et puis, les cours sont repris, la vie professionnelle, personnelle, familiale, tout ça a repris. Et j'ai lâché un petit peu, voire complètement le renfort. Et je pense que ça m'a rattrapé. Donc, je pense que je ne sais pas si je vais tenir sur les 100 jours, mais de piquer certaines de vos séances et de pouvoir justement les réaliser de façon un peu plus régulière, je pense que ça apportera des bénéfices. De ton regard de coach, toi, comment tu pourrais définir les bienfaits de ce renforcement musculaire? Bah en fait, nous, on en avait mis en place déjà à l'époque, mais d'une manière différente. Là, on s'est rendu compte, le bilan qu'on a fait un petit peu on parle même pas du livre, hein, on parle du challenge 100 jours qu'on avait mis en place l'année dernière. On s'est rendu compte que déjà, cette année 2021, dans mon groupe d'athlètes et celui à Christophe, il y a eu quasiment très, très, très peu de blessés. Coïncidence ou pas, en tout cas, on s'est quand même fait cette réflexion, très peu de bobos. Donc, c'était déjà vraiment un super plus. Et en plus de ça, on a eu un transfert entre fin d'hiver et début de printemps, en tout cas objectif d'été, où tous les athlètes ont fait des retours très positifs en disant on ressort mais bien, quoi. On est solide. Le transfert de l'hiver à les premières longues sorties en montagne ou en tout cas les premières sessions de boss, etc. On sent qu'il y a un transfert de force qui se fait. On est plutôt solide. Au niveau des quadris, des cuisses, on est gainé. Au niveau abdos, on est bien. Et donc avec Christophe, on s'était fait, on s'était dit, ouais, il s'est passé quelque chose, c'est bien. Et je crois que ça, il faut le garder. Donc c'est vrai que l'hiver, en tout cas, nous, on a décidé de réavancer avec nos athlètes avec cette notion de renfort, avec un bon cycle de renfort sur cette période d'hiver. Après, je pense que quand on arrive sur la période des objectifs ou estivale, où on a quand même plus besoin de passer de temps dehors, il y a plus de spécifiques courses à pied, on rentre dans le vif du sujet, les compètes. Oui, là, il faut lever le pied un petit peu sur le renfort, mais garder. On a fait cet été, on a fait un petit cycle de rappel de 10 séances qu'on a mis en place pour les coureurs qui allaient sur les objectifs fin août et pour d'autres un petit peu en décalé pour ceux qui allaient vers les objectifs d'octobre. Ça a permis de faire un petit rappel qui fait du bien et du coup voilà, garder de temps en temps des petites phases de rappel tout au long de l'année ou garder une routine, je vais dire de 1 à 2 fois par semaine là qui est vraiment orientée autour de l'athlète, donc c'est-à-dire une séance plutôt orientée PPG, donc classique, globale, et une séance très orientée autour de l'athlète, c'est-à-dire en fonction de ses faiblesses et ses qualités, surtout ses faiblesses, quels sont les déséquilibres qu'il peut avoir, et avoir une séance vraiment adaptée à cet athlète qu'il a pu mettre en place avec son kiné ou autre si besoin, quoi, s'il y a eu des bobos. Mais voilà, je crois que hiver, gros cycle, et ensuite faire quelques petits moments de rappel tout au long de la saison. Oui. Ne pas le lâcher comme tu l'expliquais, vraiment le mettre de côté. Ouais. Ou d'attendre que la blessure arrive
pour reprendre un cycle de renforcement parce que là, finalement, il est trop tard. C'est vraiment pour de la prévention et de la tonification et pour avoir un corps endurci sur les épreuves à venir. Ouais, c'est ça. Mais après, on est tous pareils, hein. C'est comme les étirements, on est tous plein de bonnes résolutions. Quand on se blesse, après la blessure, on se dit non, mais là, c'est sûr, je vais faire une routine d'étirement, machin. Puis dès que la blessure est un peu derrière, on se dit ouais, je le ferai demain. Et puis en fait, ça passe. Et en fait, voilà. Et du coup, c'est arrivé à se caler une routine qui prend pas trop de temps. Il faut pas commencer comme on fait des fois un peu tout feu tout flamme à vouloir faire X séances par semaine. Non, il faut avoir plutôt quelque chose qu'on peut tenir dans la durée. C'est s'inscrire, mais dans la durée. C'est pas vouloir faire bien pendant une semaine, 2 semaines, puis lâcher progressivement. C'est faire moins, mais longtemps. Il est vrai que j'avais voulu refaire, tu vois, des burpees, alors que j'en avais pas fait depuis un petit moment. J'ai cru tomber en PLS tellement ça sollicitait le cardio. Donc, je dis, on va peut-être réduire un petit peu cette séance de renfo et passer par un travail un petit peu plus doux. Donc, apprendre avec modération, en effet. Ouais, c'est toujours pareil. C'est tous les excès sont mauvais. Façon le renfort, la course, il faut être progressif dans sa pratique pour pouvoir se construire un corps solide et pouvoir durer dans le temps. Si la course à pied est un sport d'endurance, c'est pas pour rien, quoi. Le mot endurance, il veut quand même dire quelque chose. Et l'idée, c'est pas d'être fort, d'être rapide, d'être tout ce qu'on veut sur 1 an, 2 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir voir des coureurs qui durent dans le temps, que j'ai réussi à valider plein de choses, plein de projets sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est là, j'ai l'impression de réussir quelque chose, en tout cas en tant qu'entraîneur. Et puis de pouvoir m'imaginer que la personne que j'ai en face de moi, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si elle a envie d'aller faire un footing, elle peut le faire parce qu'elle n'est pas détruite et fracassée. C'est l'objectif, c'est un peu l'idée. Et ça passe par un peu de renfort. Voilà. Alors, c'était la question de Jean-Yves qui vient brillamment, après 1 an de pratique, il vient de boucler son premier semi-marathon. Donc, je pense qu'il est dans la lignée donc du marathon aujourd'hui. Il demandait si c'était important d'intégrer le renforcement musculaire, même dans sa préparation marathon. Donc, je pense que la réponse, je vais te laisser la donner, Diego. Oui, bien sûr, mais surtout sur des sports sur route. Enfin, la course à pied, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, c'est hyper traumatisant et donc il faut en prendre conscience. C'est que la course à pied, c'est traumatisant. Donc, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour arriver à avancer sereinement sur mes objectifs et éviter le plus possible de me blesser. Donc, il y a bien gérer le volume d'entraînement, etc. Mais il y a cette notion prendre soin de soi. Ça passe par des étirements, cette phase de récupération qu'on parle pas, trop peu et qui fait partie de l'entraînement. Il faut apprendre à récupérer, prendre soin de soi et si se préparer un petit peu, par exemple cet hiver, se préparer, faire du renfort pour aborder au mieux les objectifs marathon si c'est au printemps, peu importe. Mais oui, je conseille fortement d'avancer sur cette dynamique de renfort. On n'en fait pas assez. Sachant qu'en termes de matériel, il n'y a pas besoin de grand-chose. Au poids de corps, ça peut suffire. On peut déjà se faire bien violence avec de simples exercices tels que des squats, des fentes, des choses comme ça. Clairement, il y a tellement de choses à faire. On peut jouer sur énormément de choses. Ce qu'on appelle les temps sous tension, c'est ralentir les temps de descente, de montée, travailler sur des mouvements en iso, la chaise, le gainage, tous les mouvements où on ne bouge pas. Il y a de l'excentrique, de la plio. Il y a des milliards de choses à faire où finalement on a juste besoin peut-être d'un banc, mais ça tout le monde peut trouver ça, des marches d'escalier, une chaise. Donc voilà, ça l'idée, c'est de pouvoir avancer sans avoir besoin de prendre un abonnement dans une salle de sport, ni d'avoir du matos. En tout cas, notre bouquin, nous, l'orienter là-dessus de façon à ce que ça soit accessible à tous, aussi par rapport à cette contrainte que peut être le matos, etc. Donc, on va inviter les auditeurs à se lancer dans ce Fit Run Challenge 100 jours pour renforcer votre corps, pour aborder soit les courses en trail pour 2022 ou alors les marathons, les courses sur route qui pourront se présenter. Donc, c'est aux éditions Turbulence, coécrit par toi, Diego, et Christophe Malardet.
Oui, c'est ça. Donc, et puis à nous faire un retour, faut pas hésiter, hein, à travers notre site, notre page Facebook. On a besoin aussi. On a déjà pas mal de retours parce que c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place, mais on a modifié quand même pas mal de choses pour que ça puisse être. On va dire, on a agencé un petit peu différemment par rapport au challenge qu'on avait mis en place l'année dernière et le bouquin qui est sorti en septembre. Donc, on a besoin de retours. Ça nous ferait plaisir pouvoir peut-être avancer sur d'autres projets. Et donc, pour ça, avoir des retours, n'hésitez pas. Et je pense que malgré, toi, la prolifération des vidéos sur YouTube, sur les différents réseaux, d'avoir là quelque chose sur papier qui soit ancré avec le suivi sur une centaine de jours, je pense que c'est bien plus facile. Je pense que les mouvements, toi, qui sont parfois proposés sur ces vidéos par des personnes qui font du renforcement musculaire, on a parfois du mal à voir la bonne exécution du mouvement. Est-ce que dans votre livre, vous avez axé sur vraiment des choses simples parce qu'il ne s'agit pas de se blesser en faisant du renforcement musculaire, ce serait un peu contre nature. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Non, l'idée, c'est qu'on a essayé de fournir un bouquin où on ouvre le bouquin, on a toutes les infos concernant les temps d'effort, les temps de récup, que ça soit simple à comprendre, vraiment simple, pas partir dans tous les sens. On n'est pas sur la programmation muscu hyper compliquée. Des exos relativement standards, expliqués avec des photos. Il y a un lexique où on a la possibilité d'aller chercher le nom des exos. Si jamais on le trouve pas, on a une base de données de vidéos aussi sur notre chaîne YouTube. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir quelque chose de simple que chacun, juste en ayant le bouquin, on n'a pas besoin de plus, quoi. Le livre, et puis on peut l'emporter partout, hein, en vacances. Voilà, c'est pouvoir avoir ces petites séances de renfo facilement, quoi. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que les gens puissent vous retrouver. Et puis, Diego, quels seront tes objectifs pour 2022 là en perso? Est-ce que tu cours encore? Je sais que tu es dans la Spartan Race. Enfin, tu as réalisé également des épreuves. Ouais. Voilà. Ouais. Alors ça fait un petit moment que j'ai arrêté maintenant, mais alors pour tout te dire, je ne sais pas trop. Il y a l'hiver qui arrive. Je fais un peu de ski, donc de ski alpiniste. Donc j'aimerais faire la pierre avec un ami pour partager ça avec un ami. Et j'ai un projet, assez perso avec mon frère de traverser pareil en ski qu'on est en train de travailler. Donc pour l'instant, on va dire que je me projette déjà sur cette saison de ski et ce projet qui sera à peu près en avril, qui va nous prendre un petit peu de temps et du coup voilà, je suis là-dessus. Le reste, je sais pas. Je sais juste que je continuerai à passer toujours autant de temps en montagne, avec ou sans dossard. Pour moi, l'essentiel n'est pas là, quoi. Avec ou sans dossard, avec ou sans neige, est-ce qu'elle est arrivée sur Valmorel? Ce matin, ouais. Ce matin, alors pas dans mon jardin, mais un poil au-dessus. Donc ça y est, les premières neiges, il commence à faire froid. Ça sent bon l'hiver. Ça sent bon l'hiver, effectivement. Sur quel réseau, Diego, on peut vous retrouver? Tu l'as évoqué, hein, page Facebook, chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter? Alors personnellement, j'ai un Instagram mais à mon nom. Sinon, pour ce qui concerne Fartlek, voilà, ça sera sur YouTube, notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Puis vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur notre site fartlek.com. Bon, un grand merci pour ces nombreuses informations sur ta vision de l'entraînement, de cette pratique du trail running, et puis d'insister sur cette nécessité du renforcement musculaire à travers donc votre livre Fit Run Challenge, 100 jours pour se renforcer et avoir un corps solide pour non pas la saison à venir, mais les années à venir, pour continuer à courir et être dans le mouvement. Exactement. Non, c'est moi qui te remercie. Merci pour cette opportunité, pour cet échange, cette belle échange de ce mardi matin. C'est bien de se réveiller comme ça. Et puis, j'ai hâte de pouvoir suivre de nouveau tes différents podcasts et je prendrai le temps d'écouter un petit peu tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Merci encore pour cette invitation en tout cas. Merci Diego. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et d'ici là, testez le renforcement musculaire 15 minutes par jour. Diego vous l'a dit, c'est pas impossible. Merci, à bientôt.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.